En cas d'amour podcast, saison 2. La saison 2 de nos podcasts va commencer par un bon buffet bien copieux de 2 plats. Le sujet est croustillant. Prenez votre temps pour le déguster et en saisir toutes les subtilités. Vous éviterez ainsi l'indigestion, ou pas. Les enregistrements ont été réalisés en automne 2023 sur un coin de table, ce qui explique les différences de son entre les introductions et les contenus. Vous trouverez dans cet épisode une proposition de lecture controversée de la jalousie, de sa construction, de sa supposée légitimité et de ses conséquences dans nos souffrances amoureuses. Et si elle n'était pas une fatalité ? Et si elle n'était pas à éviter à tout prix, notamment en imposant des restrictions à la liberté de l'autre ? Nous vous proposons des références théoriques et le récit de notre expérience pour mieux la comprendre, la vivre et la traverser. Bonne écoute. La jalousie. L'amour romantique propose un cadre relationnel un peu stéréotypé, plutôt simple, mais qui pose quelque part des règles de vie qui sont pas forcément adaptées à qui l'on est. Dans ces règles implicites qui sont posées, parce que ça reste souvent implicite, on a le fait que la jalousie soit un marqueur de l'amour qu'on porte à l'autre, dans la vision romantique, bien sûr, de l'amour. Si je parle de ma situation, j'ai pas la sensation, personnellement, de vivre de la jalousie. Donc, plus loin que je remonte dans ma mémoire, j'ai pu être envieux. J'ai pu être, être envieux de quelqu'un qui fréquentait la personne avec qui j'étais, mais c'était pas vraiment de la jalousie. Ça a pas duré très très longtemps, et ça m'a plutôt dérangé que prouvé que j'avais de l'amour pour cette personne-là. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être identifier d'où naît la jalousie, d'où elle vient, la jalousie, sur le plan physique, physiologique et éthologique, pourquoi pas. Commencer. Ouais. Je pense que c'est assez flou, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on la ressent dans notre corps. Ouais. Quand on est jaloux, on ressent des choses extrêmement désagréables dans le corps. Et on identifie ça comme des marqueurs d'amour, d'attachement, d'affection pour l'autre. Et c'est très difficile de sortir de ce modèle-là et d'imaginer que quelqu'un peut nous aimer sans être jaloux. Parce qu'on baigne dans ce monde où ça va ensemble. Et quand on s'est rencontrés et que tu m'as parlé de ça, de ta façon de ne jamais ou presque jamais ressentir de jalousie, jamais, je dirais, j'étais assez étonnée. Ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis demandé si tu étais dans le déni, en fait. Et comme je suis curieuse et que j'aime bien être dans une forme d'ouverture, je t'ai laissé parler de comment toi tu le vivais. C'était vraiment la première fois que j'écoutais quelqu'un parler de sa façon d'aimer sans jalousie. Et donc, j'ai pensé à mon expérience à moi, où j'ai vécu des moments de jalousie, même de jalousie profonde, très blessante, et où il a fallu faire la part des choses aussi, parce que je pense que c'était certes de la jalousie, mais qui était liée à un contrat qui avait été rompu et à une situation, soi-disant, dans ce cadre-là, d'infidélité. Maintenant, je ne parle plus en ces termes-là, mais j'avais un contrat monogame avec quelqu'un, ce contrat a été rompu. J'ai appris des choses sur cette troisième personne et j'étais soi-disant extrêmement jalouse. Elle était plus jeune, il y avait plein de choses qui faisaient que c'était très difficile pour moi. Mais je pense que c'est une espèce de sac, la jalousie, dans lequel on met plein de choses différentes. Et que derrière, certes, dans mon corps et dans ma tête et dans mon cœur, soi-disant, je ressentais de la jalousie envers cette femme, mais en fait, je ressentais aussi, j'avais un sentiment de trahison vis-à-vis de mon compagnon qui avait trahi un accord. Et il faut dire que c'était un accord que moi, j'avais respecté et ça m'avait beaucoup coûté de respecter cet accord.
c'était pas une conviction profonde, c'était que je pensais que c'était la seule façon d'être adulte et la seule façon d'être en relation. Et avec beaucoup d'efforts, je l'avais respecté, cet accord-là. Et donc, j'étais entrée aussi dans une forme de manipulation inconsciente de moi, je fais ça pour toi et j'attends que tu te prives comme moi. Et cette privation qui dérive de ce qu'on disait tout à l'heure, la philosophie de la carence, toute la tradition philosophique classique en commençant par Platon, en passant par Hegel, et puis Lacan l'a beaucoup développé en psychanalyse. Quand on parle du désir comme effet du manque, on est dans une philosophie de la carence, dans une façon de penser l'amour, pour le dire d'une façon plus prosaïque, comme un drap qui est trop court. Et donc, on va le tirer à soi, parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, il y a quelqu'un qui va avoir froid. C'est comme ça. Et ça, on le prend pour une vérité. Donc, sur cette base-là, toi, t'arrives et tu me dis que l'amour se multiplie et qu'il y en a assez pour tout le monde. Et je me dis, mais d'accord, il raconte n'importe quoi. Et puis, petit à petit, ça a changé pour moi. Et puis, je me suis rappelé qu'il y a d'autres philosophies aussi, et ce qu'on peut appeler la philosophie du débordement, donc avec des auteurs qui disent des choses différentes, chacun à sa façon, mais il y a Spinoza, il y a Deleuze et Guattari, il y a Foucault, il y a un dernier qui m'échappe que j'avais listé. Nietzsche, non? Oui, tout à fait, c'est ça, Nietzsche. Merci. Et du coup, là, c'est plus une philosophie d'un désir qui déborde et qui est pas organisé de façon hiérarchique et ce sont des philosophies qui pensent la joie et l'épanouissement plutôt que de penser la tristesse du fait qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, ce qui n'est pas un fait établi non plus. Bon, on est parti loin, mais je pense qu'il faut comprendre tout ça pour comprendre la jalousie. Oui, là effectivement, il y a une des approches philosophiques, on va dire, de ce qui peut générer ou pas de la jalousie. Donc, dans le cadre de la philosophie de la carence, ça peut générer de la jalousie, mais le mécanisme qui se passe en nous, ce que tu exprimais, la souffrance interne, etc., c'est une souffrance qui est liée à un mécanisme du cerveau de protection. Oui, tout à fait. C'est un stress qui est lié à multiples facteurs en fonction de notre histoire, de notre traumatisme. Donc, dans la préparation, on évoquait la question de la résolution du complexe d'Oedipe, qui peut jouer un grand rôle dans la présence ou pas de la jalousie. Oui. Plus il faut comprendre que le complexe d'Oedipe, ce n'est pas être amoureux de son père ou de sa mère ou vouloir coucher. C'est l'interprétation vulgaire qui a été faite et qui déqualifie un peu des idées qui sont profondes et qui sont intéressantes. Tout n'est pas à garder dans la théorie psychanalytique, dans ce que Freud a dit, mais il a quand même dit des choses qui sont très intéressantes, qui sont à mettre à l'ordre du jour. Qui sont des mécanismes structurants pour l'humain dans son évolution, dans son développement, au sens de la séparation d'avec ses parents, et donc de se dire j'ai suffisamment en moi pour vivre et donc je peux vivre sans mes parents. Exactement. Et c'est ce qui me donne plus tard la force et l'énergie de résoudre ces problématiques de jalousie, du coup. Oui, et si on a réussi à se construire d'une façon plutôt saine et qu'on est sorti d'une façon saine du complexe d'Oedipe, on a la conviction profonde qu'il y a assez de bon dans le monde pour nous et qu'on peut tenir tout seul sans papa-maman. Et ça va donner une structure beaucoup plus sécure et on aura moins tendance à être jaloux et plus tendance à devenir quelqu'un d'autonome. Ça sera jamais une autonomie complète, ça sera une interdépendance saine, mais ça va aller plus dans cette direction-là. Et plus on est autonome, moins on est sujet à jalousie. Et quand on est jaloux, c'est parce qu'on pense qu'on va venir nous ôter quelque chose dont on a besoin pour vivre. C'est très lié au phénomène de dépendance aussi. Oui, parce que le mécanisme de la jalousie, c'est un mécanisme de protection, de survie face à une insécurité ou une incertitude.
Oui, je tombe là, mes yeux tombent sur une phrase de Paul Salomon qui est une autrice très intéressante qui a écrit Bienheureuse infidélité. Ouais. Et elle dit, ce n'est pas l'amour en nous qui a peur de partager, c'est la peur de manquer. Donc, ce n'est pas l'amour en nous qui ferme sur le couple et qui fait en sorte de vouloir garder pour nous cette chose unique et exclusive, c'est qu'on a peur de manquer. C'est simple et profond à la fois. C'est ça. Ouais. Et la jalousie vient soutenir cette peur de manquer. On a peur de manquer, on devient jaloux et ça nous permet de mettre en place des actions qui nous mettent dans l'illusion de contrôle et dans l'illusion de préserver. C'est ça, c'est-à-dire que quand on est jaloux, on a une tendance à vouloir contrôler ce que l'autre fait, c'est ça? Moi, je parle des choses que je connais pas, donc c'est pour ça aussi que je suis plus questionnant qu'autre chose. Donc tu te renseignes. Je me renseigne. Et qu'en fait, ça c'est pas vraiment du contrôle, mais c'est une illusion. Oui, c'est l'illusion de contrôle. C'est l'exemple très simple qu'on donnait tout à l'heure. Je te disais, je peux te demander de me montrer ton téléphone et tes échanges de messages sur Signal. Mais il y a Facebook. Donc, comment je vais me débrouiller du fait qu'il faut que j'aille contrôler aussi Facebook. Et puis après, si tu me donnes le contrôle total de ton téléphone, bah, tu vas sortir dans la rue, fumer une cigarette et tu vas croiser qui? C'est sans fin. Et c'est dans l'illusion de contrôle. Il faut comprendre qu'on n'a pas le choix entre contrôler ou laisser libre. Déjà, on laisse pas libre, on respecte la liberté de l'autre. Mais ça se met en place sous ces termes-là, dans le cadre de l'amour romantique. Ah oui, je te laisse libre. Non, tu respectes ma liberté. C'est pas du tout la même chose. Mais bon, passons sur ce détail. C'est que on n'a pas le choix entre contrôle, laisser la liberté à l'autre. On a le choix entre illusion de contrôle et laisser l'autre libre. Et si on veut mieux le dire, et respecter sa liberté intrinsèque qu'il ne m'a jamais donnée et que je ne peux pas contrôler. Donc là, on arrive à la question de la liberté. Et on disait aussi tout à l'heure, je me posais la question, on parle beaucoup de jalousie, comme si c'était quelque chose d'insupportable. Donc il faut mettre en place des espèces de mécanismes très sophistiqués pour ne pas la ressentir. Parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir survivre, ce qui est complètement faux. Bah, je peux témoigner de ça parce que je l'ai traversé. Et ça m'a allégé et libéré de tout un tas de sentiments négatifs et d'énergie aussi que je mettais dans l'illusion de contrôle. Et qu'est-ce qui se passe? La question qu'on peut se poser, c'est si on dépense autant d'énergie à essayer de ne pas ressentir la jalousie, de s'en protéger, etc., qu'est-ce qui se passe avec le besoin de liberté? Parce qu'on a aussi besoin de liberté, même si on est obsédé par l'illusion de contrôle, l'envie de contrôler, et la jalousie, et les demandes à l'autre pour qu'il vienne soulager ma jalousie. Qu'est-ce qui se passe avec ma liberté et en quoi je transforme l'autre? Je te disais aussi, si je viens avec une demande, et je te dis, je supporte pas que tu fasses du tango et que tu me dis, OK, je vais arrêter le tango. Ça te met dans quelle position? Tu deviens quoi? Mon doudou, ma mascotte? Qu'est-ce que ça fait à la relation? Si tu acceptes de te soumettre à ça. Ouais, mais est-ce que justement, est-ce que ça passe pas dans le cadre de l'amour romantique de façon, c'est normal, c'est naturel que tu arrêtes de faire du tango parce que justement tu es avec elle et tu dois la respecter et que c'est une vraie preuve d'amour? Ben oui, tu m'aimes tellement que tu arrêtes de faire ce qui te fait plaisir. Moi, non merci, je n'ai pas envie d'être aimée comme ça. Mais il y a plein de gens qui ont envie d'être aimés comme ça. Ou qui pensent avoir envie d'être aimés comme ça parce qu'ils n'ont pas réfléchi à tout ça. On réfléchit pas pour faire beau ou pour se croire intello. On réfléchit parce qu'on veut avoir des outils pour mieux vivre. Donc en fait, c'est ça qui nous pousse. C'est ça. Et ça rejoint un autre point qu'on avait discuté, c'est la question du travail qu'il y a à faire pour avoir une relation saine. On disait dans les conséquences de la jalousie, comme l'expression de ce que tu viens de faire par rapport au tango, c'est l'amour romantique nous pose un cadre qui nous incite à ne pas travailler la relation parce qu'on part d'un principe
où il y a un contrat implicite, qui est celui de l'amour romantique, où la jalousie est un marqueur, hein, le manque aussi est un marqueur, c'est important. Donc Oui. on retourne sur la question de la philosophie de la carence. Donc le manque est un marqueur, la jalousie est un marqueur, l'abandon de sa liberté est un marqueur aussi. Le sacrifice. Le sacrifice pour sa relation est un marqueur. Et tout ça, en fait, on s'aperçoit que finalement, c'est juste le fait qu'on n'a pas travaillé le sujet, qu'on n'a pas travaillé la relation et on n'a pas forcément compris que la relation se rétrécissait et que la relation n'était pas saine. C'est-à-dire on travaille sur la partie émergée de l'iceberg et que en arrière-plan, tout ce qui se passe sous le niveau de la mer et qui d'ailleurs très souvent arrive à des clashs énormes, hein, des séparations, des divorces, parce que toute cette partie-là, elle est restée obscure et pendant qu'il faisait semblant d'être beau et mignon et gentil, etc., devant, dans la relation romantique, par derrière, et il avait d'autres histoires, etc. Et c'est intéressant que tu parles de la question du travail de la relation et de se sacrifier, du sacrifice, parce que là, c'est le moment féministe, mais il faut aussi nommer le fait que tout ça est traversé par le genre et que le travail de la relation et les sacrifices sont beaucoup plus souvent demandés aux femmes, où les femmes se sentent poussées, responsables de la relation, donc agent principal du travail de la relation, et s'il y a des concessions à faire, des sacrifices, c'est plus les femmes qui vont les faire dans la relation. Aussi parce que le cadre de l'amour romantique supporte moins bien le fait que l'amour ne soit pas central dans la vie d'une femme que dans la vie d'un homme. Un homme, il peut s'en sortir s'il est célibataire, il est bien vu. Une femme, c'est une pauvre petite chose qui n'a pas été choisie. C'est ça. Parce qu'elle n'a pas assez travaillé, elle s'est pas assez sacrifiée. Donc il y a une dimension de genre extrêmement injuste aussi dans ce modèle. Et c'est aussi contre ça qu'on se bat et qu'on essaye de construire autre chose parce qu'on veut des relations plus égalitaires. Plus éthiques. J'irais presque plus loin puisque j'ai envie de dire la femme est remplaçable au sens patriarcal du terme. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la polygamie, elle est plus souvent dans ce sens-là que dans l'autre. Parce que dans le cadre du patriarcat, la femme est remplaçable. Donc la jalousie est plus présente aussi, peut-être, chez les femmes que chez les hommes. Absolument. Et du coup, la culture de la rivalité aussi, entre femmes. Oui, oui. Et des stratégies, pourquoi pas, de défense très fines et ou de conquête ou de maintien d'une forme de contrôle de la relation. Et tout ça, c'est de la propagande aussi du système d'amour romantique, de faire croire, certes, il y a de la rivalité entre femmes et tous ces phénomènes de compétition, etc., mais qui sont vraiment créés par le système et par la sensation de carence et de devoir défendre ce qu'on a réussi à obtenir quand on a été choisi. Mais ce qui est caché et ce sur quoi les féminismes essayent de travailler aussi, c'est les notions de sororité aussi, et de montrer qu'il peut y avoir des formes de solidarité entre femmes, qu'il y a beaucoup de femmes qui commencent à se dire que elles vont pas aller dans une relation ou dans la tentative de conquête d'un homme si ça peut faire souffrir une autre femme. C'est aussi, c'est clairement ma position par rapport au fait que je n'ai plus de relation avec des hommes infidèles, parce que je ne vais pas aider un homme à mettre en place quelque chose qui va faire souffrir une femme qui est pour moi, déjà une personne, donc il y a une notion d'humanité globale, mais une sœur aussi. Donc ma sororité passe avant le plaisir de plaire ou de passer un bon moment avec un monsieur charmant, ça passe après. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui commencent à être dans des positions semblables à la mienne et qu'on arrive à construire des réseaux de non-rivalité, de façon très concrète. Je peux parler des femmes avec qui tu peux être en relation et que je connais et avec lesquelles j'ai développé des relations d'amitié, de soutien, de sororité. Ça peut sembler complètement utopique et extraterrestre, mais ça ne l'est pas puisque c'est ce qu'on vit.
Oui, tout à fait. Et en même temps, c'est un mécanisme aussi naturel. On l'évoquait aussi tout à l'heure de perpétuation de l'espèce, avec ce stress peut avoir deux aspects. Le stress positif, les papillons dans le ventre, le stress négatif, la jalousie. Parce que le stress positif, il est lié à une action positive vers une personne que l'on désire fortement et dont c'est un mécanisme physiologique qui dure entre 3 mois et 3 ans, je crois que de ce qu'on a pu lire, et qui s'atténue avec le temps évidemment, mais qui permet au moins la reproduction de l'espèce, parce que du coup c'est ce qui va attirer deux êtres et leur permettre de se reproduire. Donc ça, c'est un mécanisme tout à fait normal qui permet ça. Et inversement, ce même mécanisme de protection pour la perpétuation de l'espèce, qui est la jalousie, ces mécanismes-là sont des mécanismes naturels, mais qui sont contrôlables, ou en tout cas dont l'énergie est contrôlable d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on pourrait à la fois plonger dans ce stress, papillon dans le ventre, je suis amoureux, j'adore ça, c'est trop le kiff, c'est hyper grisant, il y a un côté, je monte en flèche, etc., jusqu'à quel point l'autre est conscient de ce que je vis en moi. Et donc, à quel point l'autre est un objet de ce que je vis à l'intérieur de moi, et que finalement, si lui, il répond pas à mon besoin, je peux lui faire payer. Inversement, sur les stress négatifs, l'autre n'est pas forcément conscient, et on peut être jaloux pour rien, pour aucune raison, simplement parce qu'on a croisé quelqu'un et que peut-être tu l'as regardé, bref, je trouve qu'on construit des mécanismes qui sont contre-productifs. On met une pression sur l'autre, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, alors que cette énergie-là, elle pourrait être utilisée différemment. Oui, elle peut être utilisée différemment, parce que quand on parle de jalousie, on dit aussi souvent en psychanalyse que la jalousie est une interprétation du désir. Et si la jalousie est une interprétation du désir, on peut construire une autre interprétation du désir. Et cette énergie qui est mise dans la jalousie et dans la jalousie, dans tout ce que j'imagine dans ma tête que l'autre est en train de faire et il préfère l'autre. Et on rentre dans des schémas qui sont hyper énergivores et qui frôlent le ridicule, finalement. On est ridicule quand on est jaloux. Mais on ne peut pas s'en empêcher, quelque part. Oui, on est pris. On peut pas s'en empêcher, mais d'essayer de mettre un peu de froideur et de réflexion et de profiter de ce qui a été dit et écrit par des gens qui ont réfléchi à tout ça, c'est tous les auteurs et les autrices qu'on a lus. Ça nous permet d'avoir des outils pour démonter ça et pour le vivre d'une façon plus saine. Et si on comprend que derrière la jalousie, il y a un désir, on peut utiliser cette énergie-là pour quelque chose de beaucoup plus épanouissant. C'est-à-dire prendre un petit peu, se placer en position méta, sortir de la fange de notre jalousie, de notre truc un peu pourri, dans lequel on est et qui nous fait du mal et qui nous fait faire du mal à d'autres aussi, pour placer cette énergie dans quelque chose de plus positif et qui serait pas forcément une revanche, ni une rivalité, mais plutôt cultiver un désir d'autre chose. Oui, et comprendre que on est jaloux de quelqu'un parce qu'on a envie de faire plein de choses avec cette personne-là, que cette personne soit là pour nous, et comment on peut vivre ça d'une façon plus positive en se disant ok, il y a toute cette envie qui est là, et pouvoir se servir de ça d'une façon plus épanouissante. Mais est-ce qu'on peut ? On peut. Cet épisode vous a plu ? Sachez que le prochain approfondira encore ce sujet captivant sur la jalousie. Mettez un petit pouce en l'air ou un petit cœur. Faites-nous part de vos commentaires ou expériences. Pour être informé de la publication du prochain podcast, abonnez-vous sur votre plateforme favorite et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des connaissances qui auraient besoin d'entendre ce que nous disons sur ces sujets, n'hésitez pas à leur faire suivre. Vous avez envie d'aller plus loin avec nous, dans une réflexion accompagnée et dans un espace plus intime. Vous pouvez nous écrire à
encadamour.contact@gmail.com. À bientôt.